sait en gros que ça s'est passé à Hawaï. Oui. Pearl Harbor, c'est le nom de la ville, mais on ne sait pas quelle est l'île qui Alors, a elle été s'appelle touchée. Oahu. O-A-H-U. C'est O-A-H-U. une des îles de l'archipel d'Hawaï que l'on voit sur la carte. Là, vous pouvez le regarder sur votre écran. On a fondu, on est parti du monde pour vous montrer où ça se trouve. Alors, mais pourquoi la flotte américaine était stationnée là, finalement? Eh bien, la flotte, enfin, c'est un des ports qui est pour Pearl Harbor, c'est un des ports d'Honolulu. Et en fait, c'est parce qu'ils voulaient surveiller tout le Pacifique. L'idée, c'est que, évidemment, en étant basée là, elle pouvait surveiller le Pacifique. Alors, on n'est pas en guerre encore. Enfin, les États-Unis ne sont pas en guerre. Le Japon sait très bien que les États-Unis vont sans doute être poussés à entrer en guerre. Et ce que voulait le Japon, c'était attaquer, essayer de détruire au maximum la flotte américaine pour éviter que la flotte américaine ne vienne évidemment attaquer le Japon. Le Japon est déjà en guerre. Oui, absolument. Aux côtés de l'Allemagne nazie. Absolument. Ils ont déjà conquis des territoires en Asie? Oui, ou pas... tout à fait. Ils ont commencé déjà à se battre, bien sûr. Et d'où cette volonté. Et en fait, les navires qui quittent le Japon, qui sont destinés à attaquer Pearl Harbor, sont partis bien avant le 7 décembre. Ils sont partis vers parce qu'il fallait bien être à ce moment. C'était terriblement prémédité. Ah bien, tout à fait. Donc c'est le 28 novembre qu'ils ont déjà quitté les ports, les différents ports du Japon. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas des réseaux d'espionnage qui peuvent dire, écoutez, il y a toute une flotte qui se déplace et qui va vers... Non. Alors voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont fait, entre le Japon et l'attaque, ils n'ont fait aucune halte. À aucun moment, ils ont la flotte... Pas de ravitaillement, rien. Pas de ravitaillement. Le ravitaillement les accompagnait. C'est-à-dire qu'il y avait 8 pétroliers qui suivaient cette flotte de 6 porte-avions, plus les cuirassés, plus les destroyers. Donc tout cela faisait le plein. Et à environ 200 000 de Pearl Harbor, les 8 pétroliers ont fait demi-tour, sont partis, puisqu'il n'était plus question de ravitailler. Il fallait être le plus discret possible. Vous avez raison. Alors, on regarde des images, évidemment, mais c'est surtout ce qui se passe, c'est que on attend, figurez-vous qu'à Pearl Harbor, à ce moment-là, on s'attend à avoir l'arrivée de 12 super forteresses qui viennent des États-Unis. Donc, des avions lourds. Donc, sur les radars, on voit passer 12 avions très lourds, des grosses forteresses. Donc, quand les radars signalent qu'il y a des premiers avions qui ne savent pas qu'ils sont japonais, qui arrivent sur les écrans, eh bien, on se dit, mais ça n'est pas possible, ce n'est pas une attaque, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, tout simplement. Alors, 6 porte-avions, et ce sont 181 avions japonais qui vont être lancés à l'assaut de Pearl Harbor. Pearl Harbor, ce petit matin du 7 décembre 1941, on s'attend à rien. C'est un dimanche. La vie est comme toutes les semaines. Comme il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Il est à peu près quelle heure quand ils attaquent? C'est le matin, hein? Ah oui, c'est 6 heures du matin. Ils décollent des porte-avions heure d'Honolulu. 6 heures du matin. Vous voyez, pratiquement comme si nous étions à Honolulu à 6 heures du matin. On n'entend rien, on ne voit rien. Il va falloir attendre 8 heures moins le quart pour que les premiers points noirs arrivent au loin. Et personne ne s'inquiète vraiment. Je vous le dis, les radars s'attendaient à avoir 12 gros porteurs américains. Donc, on se dit que sur ces radars, puisqu'il n'y avait pas la finesse qu'on a aujourd'hui, on ne se doutait pas que ça pouvait être une attaque. Alors c'est dimanche, on est en train d'installer le vélum pour la messe dominicale. Donc on est tranquille. L'hymne américain. Les gars du radar, et c'était au moment où il y avait la relève. Oui, en plus. Mais alors non seulement ça, et pour une fois, il y avait la radio américaine. Normalement, les radios privées n'émettaient plus la nuit à Honolulu, n'émettaient pas. Et là, pour une fois, cette nuit-là, une radio Honolulu émet de la musique et tout un programme pour guider les super forteresses qui viennent des États-Unis. Eh bien, les Japonais vont utiliser ce guidage radio, puisque ça va leur permettre de passer à travers les nuages, à travers la brume du petit matin, pour atteindre Pearl Harbor, qui va être bombardé lourdement. Et là, ils vont perdre un grand nombre de navires, des destroyers, des croiseurs, qui vont couler dans la baie. Il y a 2500 morts américains. C'est la première attaque. Souvenez-vous, quand on a parlé le 11 septembre, on disait que c'était la deuxième attaque d'extérieur des États-Unis. La première, c'était celle-ci, celle de Pearl Harbor. Évidemment, 2 jours plus tard, le Congrès américain, à la demande de Franklin Delano Roosevelt, a déclaré la guerre au Japon.
L'Angleterre a suivi. L'Angleterre a également déclaré la guerre au Japon immédiatement 2 jours après. Donc c'est une grande victoire de Yamamoto, l'amiral, Oui. qui est le commandant en chef de toute la marine, toute stratège, la marine oui. de japonaise. Et il était suivi évidemment par l'amiral Nagumo, qui lui était à bord du navire amiral pour cette attaque de longue distance, hein, parce qu'on est à 7000 km des côtes australiennes, on est à 4000 km des côtes japonaises et 4000 km des côtes Voilà, américaines. si cette Donc, on histoire est loin vous de tout ça. intéresse, il y a un film qui était pas mal, qui s'appelait Tora Tora Tora, Oui, qui raconte cela en détail. absolument. Donc Merci. c'était il y a 75 ans Bah aujourd'hui, oui, pile, très hein, exactement. 7 décembre. À cette Merci. Allez, il y a un instant, l'actualité vidéo avec Marie Mamjoglou, c'est le bilan de la semaine. Cette semaine, on vous propose 3 films. Alors, inspirés précisément d'histoires vraies. On démarre cette sélection avec Colonia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un film assez poignant sur la dictature chilienne en 1973 et qui raconte un épisode méconnu du régime de Pinochet. I came to Chile around 4 months ago, and it has become my country. But what we need in this country is solidarity. Venceremos! Venceremos! Hey! Give me the camera. Camera's mine now. Hello? What? There's been a military coup. Chili, 1973. Le général Pinochet s'empare du pouvoir. Daniel et Elena se retrouvent entraînés dans le coup d'état militaire avant d'être transférés dans un camp secret. Colonia Dignidad. It's a kind of cult run by a man called Paul Schaefer to set up a world according to his rules in the middle of nowhere. What if I went there? Florian Gallenberger signe un signe fort porté par le charisme des comédiens. Colonia est un thriller à rebondissement qui a le mérite d'éclairer une horreur méconnue du régime de Pinochet. Oh, you think you made a mistake, that you shouldn't have come here. Guérib est un authentique artiste qui est devenu faussaire, mais un faussaire de génie. C'est un Matisse. Manet. Ils sont tous faux. Il faut qu'il y ait l'âme, hein. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est pas le motif qui est difficile à faire, c'est l'âme. Oui, on a saisi quelques centaines, oui, entre 200 et 300. Mais ce qu'on a saisi, c'est le dessus de l'iceberg. Les tableaux sont faux, il en a inondé le marché de l'art pendant 30 ans, et pourtant il n'a jamais rien copié. Un Matisse comme ça vaut dans les 30-40 millions d'euros. Non. Et Toi, t'en as fait beaucoup? quelques-uns. Signé Jean-Luc Léon, Un vrai faussaire est un documentaire fascinant d'un personnage atypique, avec ce petit côté gangster vieille école qui attire et intrigue. Par exemple, celui-là est très beau. Qu'est-ce que tu vas en faire? De quoi, celui-là? Oui. J'en sais rien. Pour l'instant, il est là. Je vais le signer, puis après, je le détruirai. Imagine what that must feel like. To hold 3,000 people in the cup of your hand. I would like to take some more lessons. What about a pianist? Yes, I shall need someone with passion. Cosme McMoon. Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, n'a jamais renoncé à son rêve, devenir une grande cantatrice d'opéra. I study an hour every day. Sometimes two. She's remarkable, isn't she? She can't be a little Flat? flat. Dans cette formidable comédie où l'on rit autant que l'on pleure, Hugh Grant est convaincant et Meryl Streep irrésistible. Lady is a lesson in courage, and that's why we love her. N'hésitez pas à voir Florence Foster Jenkins qui montre que Stephen Frears manie à merveille l'humour et l'émotion. Another take? Well, I don't see why. That seemed perfect to me. Allez. On commence pas par du football, on commence par du hand. Ah bon. On en parlera Vous êtes juste fâché avec après le foot, pour alors Paris Saint-Germain. Bah oui, il n'y a pas de victoire, donc du coup on va commencer par le hand. pas de victoire. Et là en plus, Qu'est-ce que ça c'est veut une dire victoire. Il n'y a pas de défaite, il faut dire. Non, pas de moi j'ai envie de dire victoire qu'il n'y a non pas plus, de victoire, non. Bon alors le hand, Et on c'est va qui commencer donc par la victoire des Ah. femmes. Vous savez, en hand, elles jouent l'Euro en ce moment. En Suède, alors elles ont été déjà championnes du monde, elles ont terminé 2e lors des Jeux Olympiques de Rio, et là c'est vrai qu'elles n'ont jamais fait mieux qu'une 5e place, mais c'est plutôt bien parti pour qu'elles fassent beaucoup mieux. Regardez ce qui s'est passé hier, donc en Suède, l'équipe de France féminine de handball vient de décrocher sa qualification pour le tour principal, alors que le premier tour n'est même pas encore terminé. Elles étaient 16 équipes, elles ne seront plus que 12, et donc la France en fait partie. Elles sont Très quoi, belle là, en- prestation des Bleus en blanc. Ouais, attention, elles sont en blanc Ouais. hier face aux Allemandes. La gardienne tricolore
tricolore est très sollicitée, mais elle s'en sort comme une chef en repoussant 12 tirs sur 24. Une bonne défense donc et une bonne attaque avec Estelle Nze-Minko, meilleure marqueuse française avec 5 buts. Le score final, 22-20, 2 matchs, 2 victoires et donc elles ont un dernier match à jouer face aux Pays-Bas demain soir, mais elles sont d'ores et déjà qualifiées. Bon, tout va bien là. Alors, allons-y. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'équipe de Ludogorets en Non, Bulgarie avant avec des Non, champions? personne. Voilà. Même Mais dans c'est leur quand même village, incroyable. personne ne les connaissait. Non mais c'est normal, c'est pas une habitude de la compétition. Et c'est juste la deuxième fois que Ludogorets participe à la Ligue des Champions. En plus, ils avaient été éliminés dès le premier tour. Et là, même face à l'équipe de Ludogorets, le Paris Saint-Germain ne s'est pas imposé. Et à la maison en plus, regardez, le Paris Saint-Germain donc a même fait pire que ça. Ils sont passés tout près d'une défaite. On joue depuis un quart d'heure et les Bulgares plombent l'ambiance au Parc des Princes. Il a fallu attendre 1 heure de jeu pour voir l'égalisation parisienne. Bon, entre nous, ça valait le coup d'attendre. Hein. Ah ouais, pas mal, Superbe ça. ciseau acrobatique d'Edinson Cavani. Boum. Pas mal, hein. 6e but en 6 matchs de Ligue des Ça Champions. vaut 2 points, ça vaut 2 buts, ça, non? Ah, ça devrait, hein. Ça devrait en tout cas, ça leur aurait fait du bien. En tout cas, et 2 minutes plus tard, les Parisiens réclament un penalty pour une main, mais bon, d'après l'arbitre, il n'y avait pas faute. Et surtout, quand on voit la suite du match, les Parisiens peuvent avoir des regrets. 2e but pour les Bulgares, poteau rentrant. Il reste à peine 1 minute de jeu. Le Paris Saint-Germain est sur le point de s'incliner quand Angel Di Maria tente le tout pour le tout. Ça rentre, disons qu'il a sauvé les meubles. Hein. Match nul, de partout. Et donc, le Paris Saint-Germain termine 2e de son groupe, derrière Arsenal, maillot foncé qui s'est largement imposé. L'homme du match, c'est lui, c'est Lucas Perez. Il était titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Il a marqué un triplé avec Arsenal. Hier? Ouais, lui tout seul, victoire 4-1. Et donc Arsenal est premier de son groupe grâce notamment à la défaite du Paris Saint-Germain. Voilà, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, vous le savez. Du côté du FC Barcelone aussi, il y a un homme qui a fait sensation. C'est Arda Turan, le milieu de terrain turc. Il a aussi marqué 3 fois. Victoire 4-0 face aux Allemands du Borussia Mönchengladbach. Voilà, désolé pour la prononciation. C'est un peu le score qu'on espérait voir du côté du Paris Saint-Germain finalement. Bon, et on termine avec? On termine avec du hip-hop, la plus grande compétition de hip-hop au monde. Ça se passait à Nagoya, au Japon. Il fait partie des 16 meilleurs danseurs de hip-hop au monde. Il est français, il est stéphanois, il a 28 ans et il se fait appeler Soso. Il disputait la finale internationale du Red Bull BC One devant 3000 spectateurs. Ah. Lors de son battle, il a placé la barre très haute, mais malheureusement, il s'est incliné face au japonais Issei, qui a eu les meilleurs votes et qui a donc remporté la compétition devant son public. Il a déjà un palmarès bien garni, mais c'est vrai que pour rentrer dans l'histoire du hip-hop, il faudra attendre encore un peu. Voilà, mais bravo à lui, en tout cas, il fait partie des 16 meilleurs danseurs de hip-hop au monde, le japonais. Voilà. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. C'est connaître les règles. un des meilleurs danseurs au monde, donc voilà. Parce qu'apparemment, ils jouent au même moment? Ils font une battle en fait, voilà. Ah, et après, il y a les votes du jury. Ah, d'accord. Et puis ils élisent Bon, le meilleur. aller voir ça d'un peu plus près. Merci beaucoup. On passe à l'actualité de l'emploi. Et là, on va vous présenter quelque chose d'assez innovant. L'innovation, c'est au cœur même de l'économie. C'est pas moi qui le dis, mais les spécialistes. Et vous allez voir, sans innovation, il n'y a pas de nouveaux produits. Nous allons vous faire découvrir ce matin une innovation française. Alors, ça a même séduit aux États-Unis et ils ont trouvé des sponsors là-bas. De quoi s'agit-il? Vous allez découvrir ça et c'est pas mal avec Sophie Pidial. Connaissez-vous Bulldozer? Il s'agit d'une application web et mobile qui permet de suivre en temps réel les étapes de construction d'un chantier. Sur un chantier, on doit faire collaborer plusieurs entreprises pour construire un bâtiment ou construire un pont, typiquement. Ces entreprises doivent se coordonner et faire émerger l'ouvrage qu'on cherche à faire construire. Ça soulève un certain nombre de problèmes. Il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils sachent ce que l'un et l'autre sont en train de faire en même temps. Donc il faut avoir une vue globale de ce qui se passe concrètement. Alors notre logiciel, justement, il permet aux utilisateurs de visualiser tout ce qui se passe. Mais nous, en fait, on va synthétiser toute l'information qu'il y a sur les chantiers de manière visuelle, avec de la photo, avec des plans, des croquis, et on va leur permettre de voir.
Moi j'ai 10 ans d'expérience dans la construction, j'étais ingénieur travaux et j'ai travaillé chez un grand major du BTP. Et ce que je voyais en étant dans une des entreprises les plus modernes de France, voire du monde, c'est qu'on travaillait toujours avec des post-it, avec des tableurs, avec des méthodes vraiment traditionnelles. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc créer un logiciel pour remplacer toutes ces méthodes archaïques en fait. Moi, je suis pas ingénieur logiciel de formation, donc le projet étant assez complexe techniquement, j'ai cherché à m'associer à quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans le domaine. Cette application a très vite séduit. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs prix avant d'intégrer le meilleur accélérateur de start-up au monde. Son nom, Y Combinator. Ali, il est arrivé avec son idée de révolutionner les chantiers. J'ai trouvé ça super ambitieux. L'idée d'avoir des chantiers qui se terminent dans les temps, c'est top. On a développé notre application en 4 mois, qui est super rapide. Au bout de 4 mois, on avait nos premiers clients, des grands noms du BTP comme Bouygues, Vinci, Eiffage, et aussi des petites entreprises. On a décidé de s'appuyer sur ces références françaises pour se développer à l'international. Nous avons intégré Y Combinator, c'est le meilleur accélérateur du monde. C'est un programme d'accompagnement de start-up qui dure 3 mois. Y Combinator a accompagné des belles start-up telles que Dropbox, Airbnb ou Twitch. Tous les ans, il sélectionne parmi 20 000 candidats 200 startups et les aide pendant une période très courte à développer leurs produits et leur clientèle. Avoir une ambition internationale, c'est se donner un niveau d'exigence très élevé. Grâce à notre logiciel et au savoir-faire développé en France, on a réussi à convaincre des entreprises américaines d'utiliser nos outils français et nos méthodes. Bulldozer vient de terminer son programme d'accompagnement et son avenir s'annonce radieux. C'est grâce à ce programme que la start-up a pu se faire un nom sur la scène internationale. On va s'intéresser maintenant à l'actualité au-delà de nos frontières, direction l'Italie. Retrouvez sur place notre correspondant permanent François Baudonnet. Il va vous parler de la mafia. Ah bah oui, la mafia en Italie, c'est un sujet qui est souvent traité dans les journaux télévisés d'ailleurs, à la une de l'actualité. Et comme par définition, c'est une organisation qui est occulte. Les Italiens ont du mal à savoir quel est le réel pouvoir de la mafia, ou plutôt on devrait dire des mafias. Alors il y a un étudiant qui a décidé de combattre cela, cette omerta, et il a eu une idée originale, laquelle, et c'est François qui vous répond. Bonjour. Oui, bonjour Liam. Eh bien, cet étudiant de Milan, donc dans le nord du pays, a eu l'idée de créer une application pour téléphone portable, une application anti-mafia. Alors, quand vous vous promenez dans les rues de Milan, eh bien, vous pouvez voir toutes les activités qui sont liées à la mafia. On peut voir, par exemple, les rues que la mafia a pris sous son aile. On peut voir les lieux où il y a eu, par exemple, des crimes. Et donc, ça permet bien de jeter un projecteur sur ces activités. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est un énorme problème, c'est une arme de lutte efficace parce que les mafias ne veulent pas qu'on voit ce qu'elles font. Regardez. Milan, la capitale économique de la péninsule. C'est ici que se crée une grande partie de la richesse de l'Italie. Une ville du Nord, bien loin de la Calabre, de la Sicile ou même de Naples. Et pourtant, Milan est la cible de toutes les mafias du pays. C'est ce qu'a voulu montrer cet étudiant. Il a développé la première application anti-mafia. Cette application est très simple. L'idée, c'est de visualiser tout ce qui est lié à la mafia à l'endroit où on se trouve. Ici, on peut trouver les lieux des arrestations, les lieux de rencontre, les actes d'intimidation, les meurtres. Et on peut savoir à quelle mafia on a affaire. Elles sont 5. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita et la mafia étrangère. Pier Paolo nous explique que la rue de la Mode était en fait le QG de la mafia calabraise. Il nous montre ce parking saisi à l'un des plus gros parrains de la ville. Ou encore ce salon de tatouage qui servait de couverture au cartel de la drogue de Colombie. Son initiative est soutenue par son professeur, une figure de l'antimafia en Italie. Le fait de savoir où se trouvent les biens saisis permet d'affirmer l'existence de la mafia. Car très souvent en Italie, même dans les villes où la mafia est présente depuis des années, on a tendance à nier cette réalité. Et preuve de cette activité invisible, au cours de ces dernières décennies, il y a eu 70 meurtres liés à la mafia dans la seule région de Milan.
Alors, deux questions s'imposent maintenant, François. D'abord, une question pour ce jeune garçon, Paolo. Il prend des risques énormes, hein, non? Et puis la deuxième, est-ce que la mafia est toujours aussi puissante, finalement, qu'elle l'était, je ne sais pas, moi, dans les années 50, ou même il y a encore 20 ans? Alors c'est vrai, William, vous l'avez dit, hein, ce jeune étudiant prend des risques énormes, mais il y a beaucoup de gens comme ça en Italie, dans tous les secteurs, qui veulent lutter comme ça contre la mafia. Je ne sais pas si c'est le cas de cet étudiant, mais certains, par exemple, vivent constamment sous protection policière. Alors concernant votre deuxième question, à savoir s'il y a moins de mafia en Italie qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple, eh bien, malheureusement, la réponse est non. Et il y a toujours autant de mafia. Ce qui se passe, c'est que les organisations criminelles, comme on dit ici, on ne dit pas mafia, on dit organisations criminelles, sont opportunistes. Elles s'adaptent, elles vont là où elles peuvent gagner de l'argent. Vous vous souvenez, William, du tremblement de terre de la fin du mois d'août ici à Amatrice, en Italie? Eh bien, on s'est rendu compte que l'école du village, qui était une école toute neuve, elle avait été construite en 2002, cette école s'est écroulée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait été construite, et mal construite évidemment, par la mafia. Bon, on parle aujourd'hui aussi beaucoup du groupe État islamique. Eh bien, il a été démontré par des enquêtes qu'il y a des liens financiers très forts entre les organisations criminelles italiennes et le groupe État islamique, parce que les mafias italiennes vendent des armes à Daesh, au groupe État islamique. Donc oui, il y a toujours malheureusement autant de mafias en Italie, et avec la corruption assez généralisée, eh bien c'est un très gros problème dans ce pays. Une question intéressante, ça, qui mériterait un reportage, parce qu'on se l'est souvent posé. Comment Daesh réussit-elle à avoir des armes neuves et des munitions? Eh bien voilà, c'est une des réponses, mais ça mérite d'autres. Merci beaucoup, François. Ladies and gentlemen. Et on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Coucou le revoilou. Je ne sais pas si ça vous manquait, mais je trouve que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Donald Trump. 5 ou 6 jours sans frasque. Hein. On était limite inquiets, mais il est de retour. Silhouette toujours aussi imposante, massive, voûtée à la une du New York Times ce matin. Il a l'air un peu bourru, mais en fait, il n'a pas l'air bourru. Il est bourru. Et il ne faut pas trop le chauffer. Les derniers à avoir éprouvé la chose, ce sont les dirigeants de l'entreprise aéronautique Boeing. Alors que se passe-t-il entre Trump et Boeing? Eh bien, il se passe que le président élu veut un nouvel avion présidentiel, un nouvel Air Force One, puisque celui d'Obama serait trop vieux. Il date de Ronald Reagan. Alors le problème, c'est que tout ça n'est pas gratuit et que Trump a vu passer un devis qui ne lui a pas plu. Du coup, qu'a-t-il fait? Il a sorti son arme nucléaire, le tweet. Alors il faut savoir que Trump adore tweeter, hein. Il l'a fait 115 fois déjà depuis sa victoire, c'est-à-dire environ 4 fois par jour, week-end compris. Vous lirez ça sur le site du Figaro ce matin. Donc j'en reviens à son tweet. Le voici, il est en anglais, mais je vous en donne la traduction. Boeing est en train de concevoir un tout nouveau 747 Air Force One pour les futurs présidents, mais les coûts sont hors de contrôle. Plus de 4 milliards de dollars. Annulez la commande. Cancel the order, annuler la commande. Alors, mais il n'est pas encore président, là. Il faut le dire quand même. Oui, non, mais il sera intronisé début janvier. Mais enfin, il commence déjà à passer commande. Alors, ce qui est pratique avec Trump, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de filtre. Avec Twitter, il s'adresse quand même directement à quelques 17 millions de personnes. Ça fait du monde. Et à peine le tweet était-il publié que l'action Boeing, évidemment, à la bourse de New York, dégringolait. Ensuite, le cours de l'action s'est un petit peu redressé, mais uniquement parce que les dirigeants de Boeing ont sorti la grosse artillerie de la communication. Ils ont dû s'expliquer, dire que les 4 milliards dont parle Trump sortent de nulle part et qu'en réalité, le contrat qui les lie à la Maison-Blanche en ce moment porte sur 170 millions de dollars et qu'il n'est question pour l'instant que de déterminer les caractéristiques de l'avion. On en est à l'étude du projet en quelque sorte. Il y a une idée là. Comment? Il faut demander à Airbus qu'il fasse une offre. Mine de rien comme ça. Oui, non, mais. Oui, Airbus. Oui. Ouais, les Américains, ils fonctionnent qu'avec Boeing. Non, elle ne sera pas acceptée, mais enfin, c'est une manière de faire parler de soi. Alors, surtout qu'ils se demanderaient si on ne va pas mettre des micros partout dans l'avion. Oui. Alors, vous lirez toujours dans les Échos que normalement, un Boeing 747, ça coûte 380 millions de dollars. Trump, lui, parle de 4 milliards. Si je tiens compte du fait qu'il aurait commandé 2 avions, je m'aperçois quand même qu'Air Force One coûte 5 fois plus cher que le Boeing de base. Alors pourquoi?
eh bien, il n'y a évidemment pas que la déco qui est en cause. Air Force One est militarisé, truffé d'une technologie ultra secrète. Le président des États-Unis doit pouvoir déclencher la frappe nucléaire à 10 000 mètres d'altitude. Et puis surtout, il est blindé. On dit même qu'il est capable de résister à l'attaque d'un missile nucléaire. Bref, tout ça coûte cher. Le Figaro raconte même que les industriels avaient proposé à Obama à une époque un avion avec une cuisine intégrée pouvant résister à une attaque nucléaire. Et Obama leur avait répondu, écoutez, c'est une très bonne idée. Si les États-Unis sont attaqués, la première chose qui me viendra à l'esprit, ce sera effectivement de me faire un sandwich dans la cuisine. Voilà. Alors, si la cote de Boeing n'est pas au mieux, il y en a un dont la cote est au mieux ce matin, en tout cas de la cote médiatique, c'est le nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Regardez ça, je sais que vous aimez les murs d'images et de une. William, il est partout, plutôt bien accueilli, on va dire. Alors, je vous montre aussi la une de l'équipe parce que là, la cote est plutôt en baisse. En tout cas, la cote du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain calamiteux, consternant, qui a concédé le nul face à d'obscurs Bulgares en Ligue des Champions hier soir. Du coup, le Paris Saint-Germain perd la tête de son groupe et il ne faudra pas qu'il se plaigne s'il croise des caïds en huitième de finale. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Djokovic s'est séparé de son entraîneur. Becker, oui. Ah oui. Absolument. Là, on parle de tennis. D'accord. Et puis, la cote de Lyon, elle pourrait remonter ce soir puisque Lyon rencontre Séville. Il faut battre les Espagnols 2-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sinon, ce sera la Ligue Europa. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Mais d'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Yannick Jadot, qui est candidat à la présidentielle, candidat écologiste. Mais oui, il a gagné la primaire des Verts, mais la route est encore longue. Eh bien, pour se faire entendre sur des thèmes liés à l'écologie, et pourtant, on étouffe à Paris et dans la région lyonnaise. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors la circulation alternée reconduite à Paris notamment et dans 22 communes de la Petite Couronne. Hier, il y a eu 375 kilomètres de bouchons aux abords de la capitale. Les consignes, elles ne sont pas respectées. Ça vous met en colère, ça, ou pas ? Je trouve que c'est criminel. Depuis, ça fait maintenant 6 jours que nous sommes avec des pics de pollution, que nous savons que nous sommes en train d'abîmer la santé de nos enfants, notre propre santé. Vous savez, quand on vit en Île-de-France, c'est 20 mois d'espérance de vie, 20 mois d'espérance de vie perdus liés à la pollution de l'air. Donc on est dans un moment où on a l'impression qu'on attend toujours la petite brise, la petite pluie qui va nous permettre de ne pas agir, qui va permettre aux autorités de ne pas agir. Et puis une fois qu'on agit, il n'y a aucun contrôle. Ça a été dit dans vos reportages, c'est-à-dire qu'il y a cette façon, parce que d'une certaine façon cette pollution serait invisible, elle nous fait tousser, mais elle est invisible, donc on n'agit pas. Le problème, c'est peut-être pas les contrôles, mais l'incivilité. Il y a une partie d'incivilité, mais à partir du moment où le gouvernement n'apparaît pas ferme sur cette question-là, n'apparaît pas mettre la santé, notre santé, celle de nos enfants, comme absolue priorité, il a l'air d'hésiter. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et on entend Pécresse, on ne sait pas si elle le veut. Et on entend Collomb, le maire de Lyon, on ne sait pas s'il le veut ou s'il ne le veut pas. Forcément, les citoyens se disent, eux-mêmes, ce gouvernement hésite. Donc s'ils hésitent, s'ils n'ont pas de volonté déterminée de protéger notre santé, on peut y aller. En plus, il n'y aura pas de contrôle. Et puis s'il y a des contrôles, on se doute qu'ils seront sympas. C'est quoi la bonne solution ? La bonne solution, c'est évidemment, immédiatement, en cas d'urgence, la circulation alternée. Il y a, vous savez, les systèmes de vignettes qui vont être mis en place à Paris et à Grenoble. Ça, c'est bien, c'est-à-dire que automatiquement, dès on évolue en termes de pollution, on enlève les véhicules les plus polluants. À Lyon, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas la même volonté d'agir. Et puis, il faut incontestablement sortir du diesel. Ça fait combien d'années que vous tenez ce discours-là, Yannick Jadot? Ça fait combien d'années que vous essayez de bousculer les lignes sur un sujet, je le rappelle, qui fait quand même 500 000 Européens qui sont tués 42 000 chaque année. France. 15 000 liés au diesel. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Je dis vous, collectivement, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Ça montre que s'il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie. C'est qu'on a des responsables politiques qui disent s'occuper de notre santé. La réalité, c'est que dès qu'ils sont confrontés à arbitrer entre la circulation, le diesel ou notre santé, malheureusement, ils n'arbitrent pas pour notre santé. Vous dites ils collectivement? Bien sûr. Qu'est-ce qui réunit aujourd'hui un Fillon, un Juppé, un Sarkozy, un Valls, un Montebourg? Ils adorent le diesel.
Ça fait des années qu'on sait que le diesel pollue. Ça fait des années qu'on sait que ça n'est pas bon pour notre industrie. Est-ce que vous pensez sérieusement, madame, que quand les titres des journaux français, c'est « La France championne du monde des voitures sales », est-ce qu'on va garder nos emplois? Est-ce qu'on va garder notre industrie? Est-ce qu'on va être dynamique dans le commerce mondial si on a les voitures les plus sales? Non. On gardera une industrie automobile si on fait des voitures propres, peu polluantes, qu'on partage, des voitures intelligentes. Et en plus... c'est notre vie. Vous avez cité la moitié de la classe politique, en tout cas de ceux qui étaient en situation ou qui sont aujourd'hui en situation d'être responsabilité. Vous n'avez pas cité Marine Le Pen. Elle a fait une convention sur l'écologie. C'était le week-end dernier, c'est passé un peu inaperçu, mais il n'y a aucun thème qui échappe désormais au Front National. Alors elle a détaillé ses propositions pour une écologie patriote, dit-elle. On ferme les frontières, donc on produit plus près. Et du coup, on fait de l'écologie. Elle condamne la ferme des 1000 vaches, comme vous, pour produire bio, préserver les territoires. Vous n'avez rien enlevé à ce qu'elle dit sur l'écologie? J'ai tout enlevé à ce que dit Marine Le Pen, parce que s'il y a un sujet sur lequel il n'y a pas de frontières, c'est bien l'écologie. Le dérèglement climatique, l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources, nos maladies chroniques, toutes les pollutions, c'est évidemment quelque chose qui se passe en dehors de nos frontières. Donc moi, l'enjeu, c'est pas le repli. L'enjeu, c'est de construire ensemble les solutions à la crise écologique. Quand je vois des collectivités, les mairies, les régions, à l'échelle du monde, se mettre ensemble, partager leurs expériences pour justement essayer de créer la ville propre, quand je vois... Donc c'est ça le sujet. Et puis, c'est la cohérence. L'écologie, c'est la cohérence. Vous ne pouvez pas prétendre être pour la biodiversité et dès que vous avez quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau ou qui n'a pas le bon prénom, il doit être exclu de la communauté nationale. Donc, aimer la nature, c'est aimer la biodiversité, c'est être dans une société ouverte. Oui, une société qui relocalise l'économie, mais une société qui est toujours ouverte et qui aime chacune et chacun de la même manière. C'est parce que c'est pas facile de parler d'écologie que vous avez lancé une charge contre François Fillon. Vous lui demandez des comptes, vous lui réclamez de la transparence à François Fillon, notamment sur une société de conseil, 2F Conseil, qui lui aurait rapporté plus de 60 000 € de salaire net entre 2012 et 2015. C'est quoi le problème? L'éthique, la probité, retrouver de la confiance dans les élus, ça fait partie de l'écologie. Est-ce que vous trouvez normal, madame, que des candidats à l'élection présidentielle puissent se présenter devant les Françaises et les Français et ne pas dire quels revenus ils ont touchés dans les années qui précèdent et qui a payé pour ces revenus? François Fillon a quadruplé ses revenus pendant la période où il était député avec une société de conseil. Le problème, c'est qu'il gagne de l'argent? Non, le problème, c'est qu'il ne met pas de manière transparente quels ont été ses clients. Est-ce que vous trouvez normal qu'on vote pour quelqu'un sans savoir s'il a été financé par des groupes pharmaceutiques, par la City de Londres ou par des États étrangers ou par des entreprises étrangères? Est-ce que ça ne remet pas en cause sa capacité à diriger ce pays en toute indépendance s'il s'avérait que des sociétés étrangères ont participé au financement de sa vie? Vous avez des informations ou vous demandez des comptes? Je demande des comptes. Je trouve extraordinaire et profondément scandaleux qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse venir devant les médias et dire « J'ai touché 17 000 € en moyenne par mois pendant les 5 dernières années, mais je ne veux pas vous dire qui m'a payé pour des prestations que je ne veux pas vous... » C'est pas la première fois que vous lancez cet appel. Pour l'instant, il ne vous répond pas. Mais à vous de l'interroger. Mais probablement, il est gêné de cette affaire. Donc, à vous de l'interroger. La prochaine fois que vous voyez François Fillon, vous lui dites, mais dites-nous en toute transparence, si vous n'avez rien à cacher, qui a financé les 17 000 € par mois que vous avez touchés pendant 5 ans? Bon, on lance l'invitation à François Fillon pour qu'il vienne vous répondre sur sa société de conseil. Mais ça marche pour tous les candidats, hein. Vous savez, je vise. Mais bien sûr, chaque candidat doit se présenter devant les Françaises et les Français en disant combien d'argent il a touché, c'est normal, mais quels ont été nos clients, qui nous a financés. Parce que franchement, il y a trop de lobbies qui perturbent la vie politique, il y a trop de lobbies qui nous empêchent d'agir sur la santé ou qui nous empêchent d'agir à l'échelle internationale. Quand on voit les massacres à Alep, toute complaisance avec Poutine aujourd'hui est une corruption politique. Merci beaucoup, Yannick Jadot. C'est à vous, William. Merci. Alors,
Ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'entre vous à Paris, région parisienne et dans toutes les grandes villes. Il s'agit de covoiturage et avec Laura du Web, on va s'intéresser ce matin à une nouvelle application. Vous allez me dire, bon, il y en a plein, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? C'est la bonne question que je pose à Laura. Oui, il y a beaucoup de sites de covoiturage. On parle beaucoup de Blablacar, mais souvent, c'est des sites qui vous permettent de faire des trajets de longue durée. Par exemple, vous habitez Paris, vous allez à Marseille, à Rouen. Là, vous faites appel à ces sites de covoiturage et vous trouvez quelqu'un qui peut vous emmener avec lui ou vous proposer à quelqu'un de venir avec vous pour faire ce trajet. Là, c'est différent. C'est tous les petits trajets du quotidien. Vous allez travailler, vous avez un aller-retour à faire, une course dans une grande ville. Une sortie peut-être, oui. Ou une sortie. En fait, attention, ça ne remplace pas ni les VTC ni les taxis, puisque là, l'idée n'est pas de vous faire payer, c'est juste un dédommagement. Donc vous allez juste payer à la voiture qui va vous conduire le dédommagement des frais d'essence et d'usure, mais ça, c'est à peine 1, 2 ou 3 euros. Donc c'est vraiment de tout petit prix. Et c'est surtout pour lutter contre la pollution. Donc c'est totalement le cas aujourd'hui. On vient d'en parler. On vient d'en parler. Donc l'idée, c'est vraiment tous les petits trajets. D'accord. Voilà. Et donc nous sommes allés rencontrer le fondateur du site. Caros, c'est une application qui va vous permettre de covoiturer sur la courte distance, donc sur tous les trajets du quotidien, pour aller au travail, pour faire vos sorties. Partant de ce constat qu'en Ile-de-France, il y a 10 millions de personnes qui font un trajet en voiture tous les jours, et 9 sur 10 sont toutes seules dans leur voiture. Donc c'est vraiment dommage de ne pas arriver à exploiter tous ces sièges vides dans ces voitures, ces millions de sièges vides tous les jours, pour créer un nouveau réseau de transport en commun. Le covoiturage, tous les jours, ça va vous permettre, alors soit si vous êtes conducteur, d'économiser une partie de votre frais de transport, donc de partager vos frais d'essence, vos frais d'entretien de la voiture, ou alors si vous êtes passager, ça va vous permettre d'avoir un trajet plus confortable que les transports en commun, ou plus rapide dans certains cas. Le covoiturage, ça s'est beaucoup développé les dernières années, et notamment pour les trajets, pour partir en vacances, pour partir en week-end. Nous, on a une application qui est vraiment dédiée aux trajets de courte distance, et qui a une spécificité, c'est qu'elle est intelligente en fait. On utilise ce qu'on appelle des algorithmes qui permettent d'automatiser tout le covoiturage. Et donc, vous, l'utilisateur, vous n'avez plus rien à faire, uniquement à télécharger l'application. Elle va vous trouver automatiquement le meilleur covoitureur sur votre chemin à la bonne heure, au bon endroit. En moyenne, c'est des trajets de 20 ou 30 km. Donc, c'est vraiment des sommes qui sont très petites. Hein. Ça coûte entre 1,50 € et 3 € par trajet. Donc c'est vraiment uniquement le partage de ces frais d'essence qu'on va essayer d'économiser. Le paiement s'effectue via l'application de manière sécurisée et automatique. C'est-à-dire qu'à la fin du trajet, les deux personnes vont valider qu'elles ont bien effectué le trajet ensemble et donc ça va être débité sur votre carte bleue automatiquement. Alors nous, on ne cherche pas à concurrencer les VTC ou les taxis. On est vraiment sur une offre de transport complémentaire. Donc on va être une alternative au transport en commun existant pour compléter des trajets. Peut-être qu'on peut faire un bout de trajet en RER par exemple, en métro, et compléter sur une partie en covoiturage pour la fin ou le début du trajet. Bon, à vous de voir maintenant. Essayez, voilà. Vous verrez bien. Ça s'appelle Caros. Et puisqu'aujourd'hui, il y a des gros pics de pollution, on voulait juste vous parler d'une nouvelle application absolument géniale qui s'appelle Félix. C'est des déplacements, pour l'instant, dans Paris intramuros, sur des motos électriques. Ah. Donc on ne pollue pas et c'est pas cher du tout. Moi, je vous propose, William, que j'aille l'essayer et le tester pour Télématin. Il est sympa, Félix? Écoutez, je ne l'ai pas encore rencontré, mais il a l'air très sympa sur la photo. Et voilà. Jeune et beau. Merci beaucoup. Pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, boxe, il faut être vainqueur. Box, box. Alors, il est fréquent que l'on dise, vous entendrez ce vocabulaire-là, on se bat contre le cancer. Et cette phrase s'exprime désormais au sens propre à Strasbourg. Alors, il y a des patients en chimio qui peuvent participer, et vous l'avez compris, à des cours de boxe. C'est efficace, ça? Et oui, puisque l'idée de l'équipe médicale du Centre de lutte contre le cancer de Strasbourg, c'était effectivement de faire du sport aux patients atteints de cancer, parce que de très nombreuses études ces dernières années, on en a souvent parlé, ont montré que le fait de faire du sport, même pendant les traitements, cela a été très très bien montré, notamment dans le cancer du sein, mais aussi dans d'autres cancers, le fait de faire du sport, une activité physique régulière, va permettre finalement de mieux supporter les traitements lourds, d'être moins fatigué. Et avec le recul,
on s'aperçoit aussi que les personnes qui ont fait du sport, qui continuent de faire du sport, quand elles sont en rémission, elles ont moins de risques de rechute, moins de risques de récidive. Et au final, évidemment, une espérance de vie plus longue. Donc l'idée, effectivement, des cancérologues du centre Paul Strauss de Strasbourg, c'est faire du sport, mais en plus, ajouter une valeur symbolique très très forte, parce que la boxe, vous l'avez dit, c'est un sport de combat. Je me bats contre le cancer, et vous allez le voir tout de suite dans le reportage. Pour les patients, évidemment, il y a un certain nombre de bénéfices liés au sport, mais en plus, vraiment, il y a une symbolique très forte pour eux et très utile dans le fait de faire de la boxe. On regarde. Très bien. Au début, ça m'a permis d'extérioriser de la colère. J'imaginais le mot cancer sur le mannequin et je tapais dedans de toutes mes forces. Ça me permet de me défouler, de libérer ma rage, de me battre contre ce qui me gêne. Celui qui prend le pauvre, quoi. Enfin, il se défend pas, ça va. La boxe apporte 3 éléments importants. Il y a une composante psychologique qui est évidente, c'est un sport de combat qui consiste à rester debout face à un adversaire. Donc le patient devient actif contre son cancer. Le fait de faire ce programme, ça me permet de retrouver mon corps et mon mental. C'est comme une thérapie en fait, mais tournée autour du sport. Et c'est vrai que ça fait du bien. Crochet. Il y a une composante physique qui est importante aussi. Donc il y a quand même un travail de la motricité, de la coordination des mouvements, qui fait même appel à la mémoire pour la répétition des gestes, par exemple. C'est aussi une occasion de voir que on peut encore faire quelque chose. On n'est pas au bout. La composante sociale permet, grâce à la participation par petits groupes, de créer des liens amicaux, parfois en dehors des séances. Excellent. Je suis en chimiothérapie actuellement, en début de programme, et je fais de la boxe pour déjà sortir de chez moi et avoir un contact avec d'autres personnes avec qui je peux partager nos angoisses par rapport à notre maladie. Il y a l'évaluation du programme de façon scientifique, à la fois médicale, psychologique, et puis il y a une évaluation directe par carnet de suivi qui est remis à chaque patient et qu'il remplit à l'issue de chaque séance. Les bénéfices immédiats palpables, c'est une amélioration de la tolérance de certains traitements, notamment de la chimiothérapie, mais c'est aussi une amélioration de la qualité de vie. Par exemple, dans les gestes de la vie quotidienne, comme se baisser pour ouvrir son lave-vaisselle, est devenu à nouveau possible pour certains patients. Crochet, hypercute, et cherche en bas. Pensez bien à viser la cible. Là, je suis à la fin du traitement, donc là, c'est de la joie. Là, je suis toute contente. Efficace apparemment. Puis en plus, ça les rend, je sais pas, motivés, joyeux. Ah oui, oui, mais effectivement, psychologiquement, c'est très important. Ce qu'il faut préciser, c'est que tous les patients qui peuvent le faire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une évaluation avant, une visite médicale préalable pour voir s'il n'y a pas une contre-indication, s'il y a des patients qui finalement n'ont pas forcément la condition physique pour. Donc vraiment, c'est très encadré. Hein. Et puis, donc les patients qui sont en chimiothérapie ou en radiothérapie ou en rémission peuvent le faire, donc à n'importe quel stade de leur maladie. Il y a une limite d'âge, non? Oui. Il n'y a pas de limite d'âge, puisque dans ce centre, des patients, je crois le plus jeune devait avoir 23 ou 24 ans, le plus âgé 83. Donc vous voyez, voilà, l'essentiel c'est vraiment de faire comprendre que ce n'est pas juste, voilà, on ne va pas faire de la boxe pour faire un sport de combat, c'est une activité physique encadrée par un boxeur professionnel de haut niveau et que l'équipe médicale vraiment travaille avec ce coach sportif. Donc vraiment, c'est une activité vraiment adaptée à ces patients qui sont atteints de cancer. Voilà, il ne faut pas se dire, voilà, bon, j'ai vu le reportage, je m'inscris à un cours de boxe. Non, on en parle à son médecin parce que là, tout est vraiment fait pour ces patients-là. Et ce savoir-faire qui a été développé à Strasbourg, il faut qu'il puisse s'exporter dans d'autres centres médicaux, hôpitaux. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, il y a beaucoup de centres de lutte contre le cancer qui ont mis en place des activités physiques. Là, c'est vrai que l'originalité, c'est d'avoir pensé à la boxe. Hein. Merci beaucoup.
Entre les deux siècles précédents, 19e, 20e siècle, Albert Bénard, c'était quelqu'un de tout à fait non seulement connu, mais respecté. Respecté, respectable d'ailleurs, grand artiste évidemment, mais pas seulement. Il a été aussi prix de Rome et directeur de la Villa Médicis à Rome. Vous savez, l'académie artistique française qui est à Rome déjà depuis au moins un siècle, voire beaucoup plus même. Et donc il a été directeur aussi de l'Académie des Beaux-Arts à Paris, donc vraiment quelqu'un de reconnu sur le monde de l'art, excellent peintre, grand décorateur. Il a décoré les murs de la Sorbonne, l'Hôtel de Ville à Paris, et puis aussi, si vous levez les yeux, la voûte, cette nef absolument magnifique du Petit Palais, ce qui explique qu'au Petit Palais, ils ont voulu lui rendre hommage parce que c'est lui qui a décoré cette voûte qui a été restaurée il n'y a pas si longtemps et qui est juste sublime. Eh bien, c'est toujours pareil. Le problème de ce genre de peintre à cette époque-là, c'est un peintre, on va dire, un peu plus classique. Vous voyez, c'est un peintre de portrait. Et donc, on est là à la Belle Époque. On est donc au début du XXe siècle où il y a toute cette avant-garde. Il y a des Picasso qui vont arriver avec le cubisme. Il y a des Miro, il y a des gens comme ça. Il y a des Matisse qui vont révolutionner la couleur. Et donc, peut-être que les marchands vont plus s'intéresser à ces peintres-là, ce qu'on appelle l'avant-garde, plutôt qu'à un Bénard qui est un portraitiste un peu plus classique, un peu plus mondain, qui peint les élégantes. On va dire que c'est peut-être un peu plus vieillot. Alors oui, c'est un peintre décorateur, donc très bien, il décore, c'est le directeur de la Villa Médicis, de l'école des Beaux-Arts, mais justement de l'école des Beaux-Arts. Et il a peut-être un côté un peu trop Beaux-Arts, ce qui fait que il va peut-être moins intéresser les marchands, les collectionneurs. Il n'est pas non plus dans un mouvement, il n'est pas non plus dans un groupe. N'empêche que voilà. Et quand au XXIe siècle, on voit ce genre de peintre, nous, il y a un siècle, nous, ça nous parle. Nous, ça nous fait plaisir de voir justement ce genre de peinture parce que c'est de la belle peinture, parce que c'est du beau portrait, parce que c'est de l'élégant, parce qu'on voit comment les gens vivaient, comment ils étaient habillés à cette époque-là et que ça nous fait plaisir. Et c'est pour ça qu'un peintre comme ça, quand on le voit aujourd'hui en 2016, on dit oui, c'est super, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Hommage tardif, mais hommage tardif, mais très très bel hommage, exposition très complète et justement au Petit Palais. Des femmes gracieuses, tout à fait élégantes. Il est par exemple un tableau de l'exposition qui s'appelle Féerie intime, dans lequel on voit cette femme qui est peut-être une cocotte qui revient du bal. C'est effectivement un peintre qui aime représenter les matières, la grâce féminine au sein de ses œuvres. Un autre portrait tout à fait intéressant de Bénard est celui de Madame Pillé-Will, qu'on appelait la Panthère, ou encore le Sphinx parisien. Et elle est ici revêtue d'une magnifique robe à paillettes dont l'artiste a donné chacune des écailles de cette somptueuse robe de sirène. Et c'est vraiment révélateur de la manière dont Bénard aime peindre ces femmes de la Belle Époque. Un autre portrait emblématique de la Belle Époque de la carrière de Bénard, c'est celui qui appartient au musée du Petit Palais, qui est le portrait de Francis Magnard, le rédacteur en chef du Figaro de l'époque. Bénard sait saisir la psychologie du journaliste. Bien que Bénard soit plutôt un peintre de la femme, un peintre de la femme mondaine, on voit ici toute la science de l'artiste à l'œuvre. Albert Bénard fut également un peintre voyageur, puisqu'après s'être rendu au Maghreb, il a également réalisé un voyage très important de 7 mois en Inde, un voyage qu'il effectue en compagnie de son épouse et de 2 de ses enfants. Et c'est à cette occasion qu'il va peindre la vie sur place, les gens qu'il rencontre, et qu'il va peindre tout cela avec son style habituel, c'est-à-dire avec une profusion de couleurs, avec des accents et des stridences colorées tout à fait caractéristiques de sa peinture. Ayant eu une si longue carrière, puisqu'il meurt en 1934, la peinture qui était la sienne jusqu'à la fin de sa vie n'était déjà plus celle qui était en vogue dans les années 30, et ce qui explique aussi une partie de l'oubli dans lequel il a été plongé après son décès. C'est beau. Ça vous plaît, hein? C'est beau. Beaucoup. C'est très votre époque, ça, en plus. La Belle Époque, c'est tellement beau. La Belle Époque, c'est vraiment ça. Ça représente vraiment la Belle Époque. Et tout ce qu'il y a de beau, c'est au Petit Palais, Albert Bénard à Paris. Voilà. Merci beaucoup.
Les fans l'attendaient depuis déjà un certain nombre d'années. Quincy Jones sort un coffret. Alors, c'est coffret musique de film. Hein. Absolument. Parce que sinon, il y en aurait 12 coffrets. Ah bah sinon, il y en aurait plein la table, on ne verrait plus mes petits camarades qui sont quand même très beaux. Oui, parce que Quincy Jones, évidemment, quand on parle de Quincy Jones, on pense tout de suite, par exemple, à Michael Jackson. Michael Jackson avec Thriller, voilà, hop là, voilà. Parce que il a été producteur, il a été arrangeur pour Jackson, pour Ray Charles, pour La Terre entière, pour Barbara Streisand. Et c'est vrai que il y a eu 5 ans comme ça. C'est Barbara Streisand qui vous a fait rire, c'est l'accent, c'est ça, oui. Non, pas du tout. Moi, si, je pas j'ai un peu bossé sur l'accent. Je le trouve très bien. Vous voulez que je leur dise? Je me suis dit, quand je vous ai entendu, on dirait Alex Jeffrey. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il parle bien. Écoutez, monsieur Lemerjaille, non, je ne sais pas. Donc, Barbara, d'ailleurs, c'est pas Barbara. Mais laissez-le travailler. Il perd un temps précieux pour parler d'un coffret. Bon, voilà. Après, il n'a plus le temps, le pauvre. Alors. Donc, il y a eu 7 ans, entre 65 et 72, où Quincy Jones a vraiment fait de la musique de film. Plein. Vous allez voir, et donc ce coffret, vous avez 6 CD avec le meilleur de Quincy Jones. De films connus, bien sûr. De films connus, absolument. Il a bossé avec Sidney Lumet, Sidney Pollack, Norman Jewison, enfin, pas des tocards. Ah ouais. C'est seulement après, il a eu 2 autres petits films, quand même. Il y a The Wiz, vous savez, l'adaptation du Magicien d'Oz, avec Michael Jackson, Diana Ross, très black, très funky. Et puis après, La couleur pourpre. C'est lui qui avait fait la musique et pas John Williams. Donc, si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, je vous ai fait un meilleur d'eux avec justement 5 ou 6 films de la Quincy. Allez. Regardez. Ah non, c'est bien. Donc voilà, Walk and Run. Vous avez les affiches en même temps que la musique. Oui, c'est ce que je vois. C'est bien fait. C'était Rien ne sert de courir en français. Donc normalement, on doit enchaîner à une autre musique, mais... Ah, c'est plus difficile, bon, voilà. c'est plus difficile. Ça, c'était The Italian Job avec Michael Caine. Vous voyez? Il y a eu un remake. Très drôle, longtemps. ça. Il pille des banques avec une petite mini... Exactement. Le magnifique Michael Caine. Et ensuite, il y a eu un remake il y a je sais pas, 4 ans avec Matt Damon. Donc il y a souvent des chansons parce qu'il y a beaucoup d'interprètes. Évidemment, c'était un producteur de disques, donc voilà. Mais voilà, sinon on va passer aux extraits suivants parce que voilà, c'est un peu... Vas-y, envoie les expressions. Oui. Oh là. Est-ce que vous reconnaissez cette harmonie? Oh, il n'y a pas mieux. On en parlera en Toots Thielemans. Absolument. Le plus grand regretté, Toots Thielemans. Le dieu vivant. Le dieu vivant. Hélas, non, il a disparu. Il a disparu, oui, il nous a quitté il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps. Non, il y a quelques mois, on en a parlé ici. Ça, c'est fabuleux, ça. Voilà, The Getaway avec Ali Magro, enfin voilà, des très bons films. Passons à la suite de la suite de la suite, parce qu'il a travaillé dans ce coffret qui est absolument... Ah bah ça continue. Ça, c'est The Wiz. Voilà, c'est The Wiz, absolument, avec Diana Ross et Michael Jackson, Is on Down the Road. C'est assez délire, hein, si jamais vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas quelle substance addictive ils avaient pris, mais la transposition du Magicien d'Oz en black et funky, c'est intense. Ensuite, donc, dans ce merveilleux coffret, vous avez donc des disques, vous avez donc des musiques de films, pardon, je me perds moi-même, et vous avez aussi ce qu'il a fait pour le cinéma, parce qu'il a fait 2-3 génériques de ce qu'il a fait pour la télé, pardon. Est-ce qu'on peut couper toute cette partie qui était un peu... C'est n'importe quoi. Non, c'est votre faute, vous n'arrêtez pas de l'embêter. Laissez-le tranquille. Ils me font des grimaces. Si vous le déstabilisez, je vous ai vu. Si. L'homme de fer, vous vous souvenez de ça? Mais oui, avec Raymond Burr. Voilà. Ouais. Eh bien, le générique, c'est signé par Quincy Jones. Si jamais vous avez oublié, écoutez, c'est à tomber par terre. J'adore. Pas mal. Ça s'arrête net, hein. Ça freine. Il s'arrête net, Raymond Burr. Quand il freine, c'est de la bonne vanne. Ensuite. Oula. Faudra retirer tout ça, hein, parce que ça sert à rien. Non, mais là, on répète. Oui, c'est la répète. On le fera bien tout à l'heure. Vous restez après, on le refait. Hein. Et donc, eh bien, ça, c'est mon cadeau pour toi, pour vous, chef. Voilà, c'est L'homme à l'harmonica, Toots Thielemans. Voilà. Q, c'est un film de 69 qui s'appelle The Banning avec Robert Wagner et Jan Ackman. Et ce film-là, la chanson a été nommée pour l'Oscar. Ils n'ont pas gagné, hélas. Mais non, mais ils rigolent. Mais non, laissez-les. Moi, je veux pas aller en classe avec eux. Mais si, bien sûr qu'on comprend. Venez près de moi. Venez près de moi.
Voilà. Parlez-moi à moi, parlez-moi. Regardez, Alors, ils se moquent, chef. Ne les écoutez pas. Ils se marrent comme Alors, des baleines. donc. Voilà. Il faut se dans les yeux. Arrête. Il faut se coucher alors, Quincy Jones et Toots Thielemans, l'harmoniciste, qu'on aime beaucoup tous les deux et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, ils ont fait une musique de film, The Banning, et cette musique a été nommée aux Oscars, mais ils n'ont pas gagné. C'était en 69. On est très triste pour eux. Avec John Hackman et Robert Wagner. Voilà. Bougez pas. Alors, l'affiche, tu l'as mise ou pas? Mais mettez l'affiche. On est bien ici, en fait. Vous sentez bon? J'aime bien. Je ne connaissais pas ces images-là. Hey, je bosse Et un vous, peu. vous vous moquez pendant ce temps-là? Alors ça les a fumés, les deux qui rigolaient. Là, il a boucle, là, maintenant. Quincy Jones, c'est tous... Hop, plus un... Non, t'as vu comment ça met les poils? Donc voilà, 6 CD, c'est toujours dans la série Écoutons au cinéma, vous savez, l'excellente série qu'on aime bien, où il y avait toujours des musiques de films préparées par Stéphane Le Rouge. C'est la même série, donc allez-y, c'est très très bien. Merci beaucoup, vous allez pouvoir vous manger. Ladies and gentlemen. Allons-y. Eh bien, on va commencer par le canard enchaîné, avec les dessinateurs. C'est ça. Regardez celui-ci. C'est un journal du mercredi, quoi. Voilà. C'est François Hollande qui s'adresse à Manuel Valls. Tu sais, j'ai bien l'intention de peser sur la campagne. Écoute, repose-toi, tu l'as bien mérité, lui répond Manuel Valls. Autre dessin, toujours de Lefred Touron. Depuis l'annonce de ton forfait, ta cote remonte, dit un conseiller à François Hollande, qui répond « J'aurais dû abandonner plus souvent ». Baccalauréat, mention très bien. C'est comme ça que la presse accueille le dernier film du réalisateur roumain Cristian Mungiu. Alors, il a eu le prix de la mise en scène à Cannes, je le rappelle. Avec ça? Oui, avec ce film. Et l'histoire nous est racontée ce matin dans la presse. Ça se passe évidemment en Roumanie. Et c'est l'histoire d'un père donc, qui est prêt à tout sacrifier pour l'avenir de sa fille, pour qu'elle puisse d'abord passer le bac, ensuite s'inscrire dans une université, mais pas n'importe où, à Londres ou dans un pays étranger. En tout cas, il faut absolument qu'elle quitte la Roumanie pour réussir. Et donc, le père va tout faire. Et ce film montre comment, même débarrassé de Ceausescu, dont je rappelle qu'il a été exécuté en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. Ceausescu, c'était en Roumanie. La Roumanie est restée empêtrée dans ses vieux réflexes où les magouilles, les pots de vin, les privilèges ont parfois force de loi. Il faut le noter parce que le Parisien, ce matin, parle de petits chefs-d'œuvre, tout simplement. Le Figaro parle d'œuvres magistrales. Je rappelle que Cristian Mungiu s'était rendu célèbre par le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui racontait en quelque sorte la trajectoire d'un avortement. On parle également cinéma dans Le Parisien ce matin avec, dans un tout autre genre, le film Papa et Maman 2 avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a une interview des scénaristes, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui nous dévoilent les 10 commandements d'une bonne comédie. Je ne vais pas vous faire les 10, mais quand même, ils donnent quelques conseils. Si vous voulez faire rire, c'est pas si facile au cinéma. Premier commandement, tu ne parleras que de ce que tu connais. Ils disent, nous sommes des bourges intello-parisiens, on ne va pas faire semblant de faire croire aux gens qu'on est des paysans du Larzac. Donc on parle de ce qu'on connaît. Quatrième commandement, tu prends ton temps. Quand mon fils me reproche de regarder par la fenêtre, dit Alexandre Lapatelière, je lui réponds, je travaille. Commandement numéro 5, se retrouver tous les matins, parler de ce qu'on a vu la veille. Heure fixe, voilà, heure fixe, 9h30, eux. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs autour de la table. Moi, j'ai rendez-vous avec eux, là, tous les jours, à partir de 6h30. Fixe. Et c'est en parlant de ce qu'on a vécu la veille qu'on trouve des situations. Bien sûr. Ensuite, faire des projections test. Alors, au début, ils font une projection test avec 20 personnes, puis avec 400 personnes. Eux-mêmes, comme personne ne les connaît, en tout cas, connaît leur visage, ils se mettent dans la salle, incognito. Et ils disent, là, on voit le film un peu différemment. On voit les moments où une idée qu'on voulait faire passer, passe pas du tout. Et du coup, on retourne au montage. Oui, ils retournent au montage. Et ils donnent une version, s'il n'y a pas, hop, ils déplacent. Et alors, commandement numéro 10, qui vaut au cinéma, mais aussi dans la vie, à partir du moment où tu es obligé d'expliquer à l'autre pourquoi ta réplique est drôle, c'est que c'est mort. C'est pas Ça nous drôle arrive du tout. ici, parfois. Faut changer. On ne rit pas de ces blagues. Non, et puis si on peut éviter de... Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Hein, c'est vrai. On essaye de pas trop rire de nos propres blagues, surtout avant de les dire.
On va vous parler maintenant d'une jeune femme que vous ne connaissez peut-être pas. Jeune et ravissante, elle a des cheveux longs, magnifiques. Et qu'est-ce qu'elle en fait de ses cheveux longs? C'est ça l'idée de départ. Vous demandez à Laura du web, vous allez voir. Oui, c'est une Instagrammeuse, une influenceuse, comme on dit, William, très connue sur le web. Elle est suivie par plus de 3 millions de personnes. Elle s'appelle Sarah Angus. Comme vous l'avez dit, elle est assez repoussante, hein. Voilà, et tous les jours, elle poste des photos de coiffures différentes pour influencer les gens qui la suivent et expliquer comment elle fait. Donc elle a les cheveux assez longs et puis là, cette semaine, elle a expliqué comment des cheveux longs, elle pouvait passer aux cheveux courts. Et là, c'est le buzz, regardez la vidéo. Hein. Voilà. Sans les couper. Sans les couper, évidemment. Là, vous voyez le résultat. Voilà comment elle est. Regardez ce qu'elle fait. Là, elle vous explique comment il faut faire. Et le résultat final, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, regardez ce qu'elle fait maintenant. Oui, pas mal. Mal, hein? Elle travaille à 14 heures parce qu'il y a quand même 5 voilà, ça lui heures au boulot. Ça lui prend un peu de temps. C'est son métier. C'est son métier. Aujourd'hui, Voilà. elle est payée par les marques pour faire ça. Hein. Les coiffeuses, en fait. Et d'ailleurs, Non, elle n'est pas peut... coiffeuse. Non, son truc, elle a cherché un angle. Les gens, c'est les cheveux, la chevelure. Elle fait les cheveux frisés, elle fait les... Elle fait tout. Non, elle fait... Par exemple, je pourrais Et faire alors, en les plus, lunettes. tout lui va bien, en plus. C'est un peu le problème. Oui. Ouais, c'est pas On pourrait juste. peut-être lui amener Alex. Oui, c'est Elle pourrait pas peut-être juste. faire quelque chose sur les Non, cheveux alors, d'Alex non, Jaffray. non, oui, amenez-la moi, mais pas pour mes cheveux. Enfin, je sais pas, on s'en fout, quoi. Je peux faire pareil? Non, ça, c'est très, très déplacé comme... Qu'est-ce que j'ai rien dit? Non, pas vous, mais boire un Alex. café. Non, pas Vincent, peut-être ça pourrait l'aider. Non? Pour les... Bon, d'accord. Oui, bien sûr, Tom Jones. Ce matin, vous allez vous parler de... Alors, c'est une grande maison française qui fait des Luminaires. Oui, que des luminaires. Que des luminaires, mais d'exception, hein. Attention, c'est du beau luminaire avec du verre de Murano. Alors, cette maison existe depuis 1931, elle est installée boulevard Haussmann à Paris. Et l'idée du directeur artistique de cette maison, c'est que dans leur cave, ils ont plein de morceaux de luminaires, les espèces de bouts de verre de rechange pour les luminaires. Et ça, depuis la nuit des temps. Donc, c'est quasiment des années d'archives. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et il contacte un des designers qui est le plus spécialisé dans l'upcycling ou le recyclage. Upcycling, je savais que ça pourrait pas passer. C'est bien. Bah oui, mais ça s'appelle comme ça, en vrai, dans mon métier, upcycling, j'y peux rien, moi, mais recyclage, si vous voulez. Bon, alors, donc, qui est spécialisé dans le recyclage, il s'appelle Piet & Ick. Il est néerlandais. Oh, moi, j'adore son boulot. Je l'ai rencontré parce qu'il travaille le bois, notamment, le bois verni. Et donc là, le directeur artistique de cette maison française va voir Piet & Ick à Eindhoven. C'est pas lui qui fait des grandes tables vernies avec des... Oui, c'est ça. Ah, c'est lui? Ah oui, c'est lui. Il a un gigantesque atelier, c'est ah, ça? Oui, c'est ça. C'est trop génial. Je Donc vois. il va voir avec toutes les pièces de ses réserves. Il lui dit, D'accord. qu'est-ce qu'on en fait? Bah regardez, juste à tomber par terre. Nous existons depuis 1931 et on est spécialisé dans la fabrication de luminaires et de miroirs en verre de Murano. C'est l'histoire d'une renaissance. On accumule de nombreuses pièces de verre qui dorment là dans nos caves et qui ne demandent qu'une chose, c'est de renaître à la lumière et de revoir le jour. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup intéressé au travail de Piet & Ick, qui est un designer néerlandais, spécialisé dans ce qu'on appelle l'upcycling. Donc l'idée de l'upcycling, c'est de prendre un objet ou une matière banale, vouée à la déchetterie, et d'en faire quelque chose non seulement de fonctionnel, mais de très beau. Et je me suis dit que cet héritage-là que nous avons, nous, et son approche à lui pouvaient très très bien se marier dans cette collection qu'on dévoile dans un concept store parisien très célèbre. Quand Ruben m'a contacté et est venu à Eindhoven, je crois qu'on s'est tout de suite compris. Il avait cette grosse caisse en bois avec tous ces très beaux morceaux de verre. Et j'ai beaucoup aimé ces morceaux de verre. Et j'ai aimé l'idée qu'il y en avait toute une cave bien remplie. Et je me suis dit, ok, maintenant il me faut une bonne idée. Donc j'ai pensé qu'il fallait un système ou quelque chose dans le genre qui serait simple à assembler. Un nouveau chandelier avec une nouvelle forme. À la fin, c'était comme un simple mécano. Maintenant, quand je le regarde, je me dis que c'est exactement ce que j'imaginais.
Vous pouvez assembler de plein de manières différentes des pièces uniques à partir de vieilles pièces recyclées. Donc l'histoire est vraiment belle. J'ai aimé cette collaboration et l'idée. Les chandeliers sont vraiment très modernes. Les pièces de verre que m'a rapporté Ruben ont vraiment de belles couleurs qu'on ne peut plus obtenir de nos jours. Donc je suis un peu le lien entre le passé et le futur. Depuis notre création, ce qui va faire notre spécificité et vraiment notre raison d'être, c'est de faire le lien entre les savoir-faire de Murano et les architectes décorateurs français hier et internationaux aujourd'hui. Le fait de travailler avec tout ce panel de designers, ça nous permet de nous réinventer. Et la collaboration avec Pitainek, c'était encore autre chose. C'était de pouvoir proposer toutes ces pièces et de les faire renaître à la vie. Très original. C'est génial. En fait, Pièce vous pouvez unique. vous faire même votre lustre Ouais. à vous. C'est une pièce unique. Alors, il y a les ateliers de Paris. Je voulais juste faire une... Ah non, vous voulez montrer la table? Non, je voulais vous montrer tout à l'heure. Je vous dis, c'est un monsieur qui fait des tables vernies en bois avec Dont on est totalement des lames de fan. bois. On les a essayé de les retrouver sur le net. Vous les avez? Faites voir. Ah, c'est ça qu'il fait habituellement. Voilà. Ça, c'est verni. Ça, Oui, c'est bon, tout à fait étonnant. Et dans son atelier, où ira très bientôt Sylvie Alligar, parce qu'elle a décroché son billet. Ah ouais. Donc on ira voir ça. C'est un immense entrepôt. Et je voulais juste allez-y. faire un petit coucou aux ateliers de Paris, qui, pour leur 10e anniversaire, célèbrent la permanence des créateurs parisiens, des jeunes créateurs. En fait, ils ont mis en regard des créateurs de mode, design, artisanat d'art, les jeunes, parce que vous savez, c'est une pépinière, les ateliers de Paris, c'est une pépinière de jeunes. Et en fait, ils ont demandé à ces jeunes de faire des œuvres en regard aux archives de la mairie de Paris. Tout ça est exposé gratuitement à la mairie. Allez, au revoir les trois, là. Hein. Au revoir. Puis arrêtez de vous coucher tard, ça ne vous réussit pas. Méfiez-vous. Je vous ai vu, moi. J'ai senti C'est ça. vrai, Non, c'est ce matin, vrai. j'ai senti ça. Ouais. Allez, on passe à la météo. Ah non, Valérie, non, impeccable. 9h15 hier soir. Chaplin aurait aimé ce genre de spectacle. Alors, je ne sais pas comment le qualifier, ce spectacle-là. Ça se passe sur scène, mais c'est quand même un peu du cinéma. Expliquez-moi. C'est parfaitement original. Voilà, ce qui est génial, c'est que ce sont deux jeunes gars qui sont connus en tant que musiciens et qui ont décidé de s'offrir tous les moyens de la liberté de leur talent parce qu'ils sont aussi peintres et plasticiens. Ils sont enfermés dans la pénombre d'un sous-sol du 20e arrondissement. Ils ont créé un spectacle qui s'appelle Dark Circus et qui va partir en tournée dans toute la France, mais aussi à Hong Kong, à New York, à San Francisco. Ils reviennent de Londres. C'est un succès planétaire, c'est assez étonnant. Parce que ça n'a pas besoin de sous-titres, ça suffit à soi-même. Il y a quelques dialogues, mais qui sont traduits, et Ah bon ça marche dans tous les pays du monde. Et surtout, je l'ai vu 2 fois, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été accompagnée de personnes de 6 à 50 ans. Tout le monde est émerveillé. Le spectacle s'appelle Dark Circus. Toute votre famille, vous avez amené là-bas. Ouais. Je ne peux rien vous cacher. Le spectacle s'appelle Dark Circus, c'est le pire cirque qui existe. Le plus triste, il vous promet d'être malheureux. Tous les artistes se plantent, tout est raté, le dompteur se fait dévorer. Mais vous sortez émerveillés, c'est magique. Ils sont 2, musiciens au départ, je vous le disais, et ils sont l'un à court, l'autre à jardin. Et sous vos yeux, ils créent en direct du cinéma à la Méliès. Ils ont inventé des dizaines de procédés, tous plus malins et plus magiques les uns que les autres, pour faire naître tout un univers sous vos Et yeux. pour que ce cirque, finalement, retombe sur ses pattes, si j'ose dire. Absolument. Bon, allez. Et en plus, la musique est live, c'est un énorme talent. Venez nombreux, devenez malheureux. Et c'est ce soir, dans votre ville, le Dark Circus. On est tous les deux plasticiens musiciens, du coup on a eu envie de créer un spectacle qui réunissait et à la fois l'image et le son. En fait, on est obligé de mettre toutes les marionnettes dans le sens inverse de là où elles vont être utilisées dans le spectacle. C'est parce que tout ça, c'est dans le noir. Et c'est des marionnettes, certaines sont articulées. Spécialement pour vous, ce soir seulement, cher public, voici Mexico, Pérez et Rex.
la bête indomptable. Pef, qui a vu tous nos spectacles, un jour est arrivé, il nous a dit « Bon voilà, j'ai un scénario pour vous, une histoire à raconter sur scène. » C'est l'histoire d'un cirque très sombre qui vient s'installer dans une ville très sombre. Et c'est très triste parce que tous les numéros finissent extrêmement mal. Il y a quand même beaucoup d'humour noir. Annika Courgy-Courvin et sa corde volante. On a eu la liberté totale de l'adapter à nos techniques d'animation. Il n'y a pas de technologie sur scène. Dans ce spectacle-là, Dark Circus, on avait envie d'essayer de faire des dessins animés. Du coup, on a pris des papiers calques, des feutres, et on a fait de l'image par image. Là, il y a à peu près 1500 dessins. Et on n'en avait jamais fait, on a essayé, ça nous a plu, on l'a gardé. Et du coup, on n'a aucune limite, on se dit pas, bah, ça, on sait pas le faire, on va apprendre comment on fait, machin. Ça nous plaît, on le fait. On utilise des principes, notamment les décors déroulants qui étaient utilisés par Méliès. Donc il y a quelque chose à la fois qui est lié aux arts plastiques, à la musique, mais aussi au cinéma. On est dans de l'artisanat. On fabrique avec des choses simples, des images qui peuvent par moments paraître sophistiquées, par moments drôles, souvent poétiques. Et il y a une liberté de regard. On peut regarder aussi bien comment l'image est faite et le résultat. Et cette liberté de regard fait qu'il y a des gens qui voient le spectacle et qui disent « mais moi, il faut que je revienne parce que j'ai fait que vous voir, j'ai pas regardé l'écran. » D'autres, c'est l'inverse, j'ai regardé que l'écran, je vous ai pas assez observé. Les spectateurs ont la sensation de participer à quelque chose. On est content de pouvoir faire des spectacles qui s'adressent à tout le monde, qui peuvent être vus par la famille entière, et puis qui traversent un petit peu aussi les générations et les cultures, et pourvu que ça dure. Et on peut garder juste l'image où on les voit l'un en face de l'autre, de part et d'autre de l'écran. Il y en a un qui fait de la musique. Oui, pas seulement. Pas que la musique. Ah, pas que la Souvent, musique. il anime aussi. C'est lui qui anime le lion bon. qui est en cage dans sa guitare, par exemple. Et vraiment, c'est pour ça qu'on y va deux fois. Une fois, on est captivé par l'écran. Et la deuxième, on ne peut pas les lâcher des yeux parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie d'essayer à la maison. Enfin, Mais je pense ce qui me frappe, c'est merveilleux. étant donné qu'il y a tellement de tableaux successifs, je dis, il va s'en mêler les bobines Non. avec des tout petits trucs comme ça. c'est une chorégraphie, ils se connaissent par cœur. Ils ont commencé par faire de la musique ensemble. Et vous savez, Oui, quand mais on fait ça si bien, c'est bien après, ça. on peut, voilà, c'est Bon. magnifique. C'est où C'est à Montfort jusqu'au 17 décembre. Ensuite, à la Criée à Marseille à partir du 17 janvier. Et ensuite, je vous le disais, Strasbourg, Rouen, toute la France. Puis New York, San Francisco. On mettra les et Hong dates Kong. sur le site Oui, de oui, tout y Télématin, est. s'il vous plaît. Ouais, ouais, Merci bien sûr. beaucoup.